Bonjour et bienvenue, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. Un épisode en duo que je n'avais pas forcément prévu, mais il y a quelques semaines, Léa Bion-Thomas, qui est sémiologue et fondatrice de l'agence de sémiologie Caliantus, m'a demandé si j'étais OK pour venir parler avec elle de la dimension symbolique du tarot de Marseille. Bien évidemment, j'ai accepté, le tarot de Marseille étant mon premier amour sur cette voie de connaissance de soi, et ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de reparler du tarot. Donc je vous laisse en compagnie de Léa et de moi-même, en espérant que cet épisode vous donne autant de plaisir que nous avons eu de joie à l'enregistrer. Belle écoute. Bonjour à toutes et à tous. Je suis aujourd'hui ravie d'enregistrer avec Hélène Huc, avec qui j'ai appris à lire le tarot et ça me paraissait vraiment très intéressant de l'interviewer, de lui poser des questions sur les symboles et la symbolique en général dans ce jeu de cartes qui a traversé les siècles. Et je pense que ce n'est pas anodin et j'avais besoin d'Hélène, mon mentor en la matière, pour en parler. Alors, je vais vous proposer cet épisode et je vais laisser Hélène se présenter et peut-être nous parler de son parcours et de sa relation au tarot. Hélène, merci beaucoup à toi, le micro. Coucou Léa, merci beaucoup de m'avoir invitée dans ton podcast. Je suis ravie de venir parler du tarot avec toi, d'autant que c'est vrai que ces dernières années, c'est un sujet que j'aborde beaucoup moins que ce que je pouvais le faire à l'époque quand tu m'as connue et que tu as commencé à apprendre les cartes avec ma formation tarot autonome. Parce que aujourd'hui, non pas que le tarot ne soit plus important pour moi, au contraire, il reste toujours un socle et un support de réflexion, de méditation, je dirais même de contemplation voilà, pour mon travail. Mais c'est plus vraiment le cœur de mon activité aujourd'hui, puisque aujourd'hui, je me dédie beaucoup plus à l'accompagnement des femmes, puisque je me suis formée en thérapie psychocorporelle autour de l'intime féminin et des blessures du féminin. Et que je transmets beaucoup autour des enseignements initiatiques de la voie spirituelle de la rose et des mirophores, de la voie vénusienne. Donc voilà, on va dire que je me suis un peu éloignée du tarot, mais mon amour pour les arcanes demeure Mm. intact. Donc je suis ravie de venir me rafraîchir la mémoire avec toi. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Moi, j'avais appris avec toi à lire le tarot. Alors, pas évidemment d'un point de vue, enfin, évidemment, pour moi, c'était évident, mais d'un point de vue divinatoire, c'était pour comprendre en fait ce que racontaient les cartes, parce que la sémiologie, c'est aussi voilà, savoir comment une image fait sens. Et pour moi, le tarot, c'est un exemple parfait de ça. Et aussi, je t'ai choisi parmi le monde et le paysage du tarot parce que tu avais un parcours aussi universitaire qui était très similaire au mien. Est-ce que tu pourrais juste peut-être raconter un peu sur quoi portait ton mémoire et peut-être tes accointances avec l'université? Ouais, oui, c'est vrai qu'on a toutes les deux beaucoup de points communs et parmi ceux-là, c'est effectivement d'être passées toutes les deux par un cursus universitaire finalement assez long. Donc moi, à l'origine, j'ai un master d'italien. J'étais spécialisée dans la littérature médiévale italienne. Et c'est vrai que j'ai toujours été passionnée par les choses anciennes. Mm. Donc, quand j'ai commencé à m'intéresser au tarot, j'avais allez, 23, 24 ans. C'était vraiment au début où je terminais mes études. Je venais de passer le concours, le CAPES et l'agrégation. Et j'étais toute jeune prof. Et je me rappelle, pour la première fois, avoir vu et avoir tenu un jeu de tarot entre mes mains chez mon frère.
mon frère qui est médecin, qui est très scientifique, mais qui est aussi passionné par tout ce qui est médiéval, ancien, antique. Mm, Et c'est un peu lui qui m'a donné ce virus de la passion des choses anciennes et des mm, civilisations anciennes. Et donc un jour, je tombe sur le tarot de Marseille version Jodorowsky Camoin chez mon frère. Et là, je suis complètement fascinée en fait en voyant cette imagerie, mm. euh, en voyant les dessins, les couleurs, le trait en fait des personnages, le nom des cartes. Et je n'y connaissais strictement rien, mais on va dire que ma formation universitaire m'avait quand même permis de repérer qu'on avait là quelque chose qui s'ancrait dans une tradition très ancienne. Et c'est justement l'aspect symbolique qui qui m'a happée en fait, qui m'a attirée. Moi, c'est le symbole m'a toujours fascinée depuis aussi loin que je me rappelle. Et c'est vrai que pendant mes études universitaires, moi, j'étais particulièrement sensible à des auteurs ou à des sujets où il y avait cette dimension cryptée, cachée. Et donc, j'ai un peu comme ça, naturellement, plongé dans le monde, dans l'univers du tarot, de manière un peu fortuite. Ça m'a pris du temps parce que j'ai longtemps tourné autour du pot, hein, c'est-à-dire que avant que je me plonge vraiment dans le tarot, après cette première rencontre, il a bien dû se passer 5 ou 6 ans. Ah oui, Ouais. Ben, je pense que ça me faisait un peu peur. Et puis, c'est comme si je pressentais que si je commençais à mettre le doigt dans l'engrenage, j'allais plus vraiment en ressortir avant un bon moment. mais Et c'est c'est vrai, ça, c'est ce qui s'est passé. c'est un système de signes qui est extrêmement complexe et c'est pour ça que je suis hyper ravie de t'avoir avec moi pour cet épisode parce que je pense qu'on peut pas juste, enfin oui, on pourrait juste regarder une carte et voir ce qu'elle nous fait ressentir. Mais comme tu dis, c'est aussi un héritage de beaucoup de traditions. D'ailleurs, j'avais vu un reportage il y a un peu longtemps maintenant où ils essayaient de retracer les premières origines, les premières apparitions de figures. Je crois qu'il y avait la Force, par exemple, qui était représentée, donc avec le lion. Et c'était assez flou. Je me souviens, en fait, ce reportage expliquait que c'était finalement assez difficile de retracer une origine linéaire du tarot. Et malgré ça, il y avait quand même cette idée j'allais dire, d'œcuménisme, quoi, de toutes les traditions qui se seraient un peu incarnées en ça. Et d'ailleurs, c'était en Italie qu'ils avaient trouvé des fresques. Je ne sais pas si toi, t'as déjà évidemment eu vent de ça. Mais, euh, mais voilà, j'aimerais juste peut-être que tu nous expliques un peu comment toi, tu perçois l'origine, la genèse en fait, du tarot. Ouais. Je vois très bien le reportage dont tu parles. Je crois que c'était un reportage sur Arte Ouais, c'est ça. voilà, qui était quand même ouais, super bien fait, hyper intéressant et qui forcément, moi, avec mon bagage littéraire en, oui, en littérature italienne, bah, tout de suite, ça m'a happée. J'ai trouvé que le lien qui était fait avec ces fresques, c'était assez fou. Je me rappelle aussi des liens avec Tempérance et des fresques qu'on pouvait Ouais. Oui, attribuer oui. à des peintres comme Botticelli, par exemple, bon, qui est un de mes peintres favoris pour moult raisons, mais Mhm. que voilà, j'adore. Donc moi, ça m'avait complètement ambiancé de voir ce reportage. Et ben, c'est vrai que cette origine italienne, parce que c'est de là en fait que ça serait parti, en tout cas les traces historiques les plus anciennes qu'on a de l'origine du tarot et des cartes, elles remontent à l'Italie du XIIIe siècle, 13 Mm. quatorzième. Donc évidemment, moi, avec mon bagage, je me suis dit, mais oui, mais tout est Ça résonne, ouais. connecté. Mais à l'époque, C'est du coup, ouais, le rôle du tarot, c'est difficile à expliquer. C'est pas vraiment. Enfin, quel type d'outil par rapport à la différence de perception d'aujourd'hui, tu vois, actuelle? Alors, ouais, il y a plein il y a plein d'hypothèses.
Et puis il y a des gens qui ont fait vraiment un super travail de recherche sur ça et qui, voilà, sur le plan vraiment de l'historicité du tarot. Il y a des gens qui ont fait des travaux assez remarquables et intéressants. Mais c'est vrai on a d'un côté les tenants bah, c'était juste un jeu de cartes en fait, jeu de cartes et puis il y avait comme il y avait quand même cette interdiction aussi des cartes à jouer, et des jeux d'argent par l'Église catholique. Ouais, Donc il avait ce petit goût d'interdit. Mais c'est vrai aussi que moi, ce qui m'a tout de suite interpellée, c'est la dimension beaucoup plus symbolique, comme tu la soulignes, je dirais même ésotérique, ouais, bien sûr. et celle d'un savoir ancien, peut-être encore plus ancien que l'Italie du 13e siècle, et d'une connaissance en fait cryptée, encodée dans les cartes, et qui fait appel à des origines ouais, vraiment beaucoup plus lointaines. Et c'est vrai que quand on commence à se pencher sur l'iconographie du tarot, on y retrouve des symboles liés à l'alchimie, aux bâtisseurs de cathédrales et à je dirais, à des domaines ésotériques qui prennent leurs sources et leurs racines bien avant l'époque médiévale. Donc peut-être que effectivement l'époque médiévale a formalisé sous forme, oui, formalisé sous forme, pardon pour cette redondance, mais en tout cas les concepteurs Oui, l'imagerie, on des va cartes dire. à jouer ont donné une forme à Oui, cette connaissance qui correspondait à l'imagerie, à la manière de représenter cette connaissance de l'époque, mais que le contenu euh, serait beaucoup plus ancien. Et moi, c'est ce que je crois profondément. Je pense que la connaissance cachée, encodée dans les cartes, via le symbole, et justement d'essence initiatique, de nature initiatique, parce que le symbole amène justement la personne qui se penche sur la carte, qui contemple, à faire un chemin. bah, c'est exactement. Alors, ça me fait penser à plein de choses. Je vais essayer de hiérarchiser, mais tout ce que tu dis, évidemment, par rapport à la place du symbole. Moi, je pense toujours, et c'est quelque chose que je dis souvent quand je présente la sémiologie, c'est que le symbole, c'est une substance spirituelle. Ça, c'est Mircea Eliade qui le dit, c'est pas moi, mais je reprends ces mots. Et qu'en fait, la littérature ou l'imagerie, ça lui permet d'hiberner, en fait, et de traverser les siècles sans être mutilé. Et donc, il y avait vraiment. Bah, voilà, je voulais vraiment répondre à ce que tu viens de dire par rapport à ça. Et par rapport à ce que tu dis, qui est bah, évidemment hyper intéressant sur cet aspect initiatique, archétypal, en fait, qui ferait un jeu de miroir avec celui qui regarde. Et justement, moi, j'avais une question qui fait suite à ça, qui est selon toi, parce que évidemment, le tarot, il viendrait alors dire un rapport qu'on a non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux récits et aux mythes qui sont présents depuis la nuit des temps. Est-ce que toi, tu retrouves, en plus avec ton œil et ton érudition, est-ce que tu retrouves des archétypes du tarot euh, qui font un jeu de miroir avec des récits particuliers, des mythes? Alors, tu parlais de l'alchimie, mais voilà, est-ce que il y a des associations d'idées que tu peux faire et que tu pourrais nous partager, par exemple? Oui, pour moi, le terreau mythologique et mythographique, je dirais, du tarot, il plonge ses racines dans l'Égypte ancienne et dans la culture grecque. Ouais. Euh, donc, on peut retrouver, par exemple, dans le déroulé des arcanes majeures, des 22 arcanes majeures, le récit, par exemple, du mythe osiriaque, donc d'Isis et Osiris, Hmm. avec quasiment tous les personnages et le récit en fait de quelque chose qui est très universel, qui est finalement un processus de mort et résurrection, Hmm. et qui est le processus alchimique intérieur
que nous sommes tous amenés à opérer, à effectuer plus ou moins consciemment. Mais en tout cas, pour moi, c'est sur ces leviers-là que ça vient appuyer. On va retrouver aussi dans d'autres cartes des représentations, peut-être même aussi anciennes que l'Égypte, mais voire encore plus. Je pense notamment à la Mésopotamie avec l'arcane du diable, Hmm. qui, moi, me fait terriblement penser à la déesse Ishtar. Euh, Parce que quand on regarde les représentations de cette divinité, on voit vraiment dans la disposition, le mouvement, l'attitude du personnage du diable, des choses extrêmement similaires. Euh, Pareil, l'arcane de la justice, on pourrait l'associer à la déesse Thémis grecque. Enfin, il y a tellement de résonances, mais pour moi, si je devais identifier vraiment un fil conducteur mythologique dans les arcanes majeurs du tarot, c'est vraiment ce mythe d'Isis et d'Osiris qui est celui ouais, de la mort et de la résurrection de chacun, en fait, de ce processus intérieur, de cette alchimie intérieure que nous devons mener. Hmm. Oui, c'est vraiment comme un espèce de modèle initiatique qu'on va traverser. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question qui est quand si tu mettais, tu vois, toutes ces arcanes majeures les unes à la suite des autres, et que tu devais raconter cette histoire, en fait, l'histoire de ces cartes, tu vois, Mm. euh, comment narrer, comment raconter ces cartes les unes à la suite des autres pour ceux qui seraient pas, parmi nos auditeurs par exemple, qui seraient pas tout à fait familiers avec toutes ces cartes. Comment tu décrirais le tarot? Et une question qui vient juste après, qui est, il y a plusieurs types de tarot et quelle différence tu fais et pourquoi, enfin voilà, toutes ces différences d'iconographie au sein de l'iconographie même du tarot. Ouais, j'ai deux questions, je te laisse avec ça. Alors, moi, le prisme de décodage, ma grille de lecture du tarot, elle est principalement alchimique et je dirais basée sur le prisme de la psychologie des profondeurs de Jung. Et c'est tout ce que je développe dans mon livre Le tarot de l'unité. Et c'est vrai que on pourrait voir en fait le déroulé des 22 arcades majeures, donc de 1 à 21, puisque le mat n'est pas numéroté, comme la mise en image de ce qu'on peut appeler le processus d'individuation chez Jung. Alors bien sûr que à l'époque où le tarot a été dessiné, Jung n'était pas encore né. Mais pourquoi j'appose cette grille de lecture? Parce que selon moi, Jung a capté dans sa traduction du processus d'individuation quelque chose qui est atemporel et universel. Hmm. Et en plus, il est très herméneutique, Jung. Enfin, il avait conscience de ça, Bien c'est sûr. sûr, bah, Jung était un féru de symbolisme, d'ésotérisme, il était familier du Yiking, il était familier de tous ces systèmes en fait C'est ça. d'astrologie, de Kabbale, etc. Donc c'était vraiment quelqu'un voilà, qui avait une vision qui se prête hein, très très bien à la superposition avec le tarot. Et donc, si on devait raconter le chemin, le voyage en fait de ces 22 arcanes majeures, c'est un petit peu le voyage de l'âme humaine, de la psyché humaine, qui part du un, donc avec le battleur, et qui doit s'engager sur un chemin de découverte et de connaissance de soi. C'est un petit peu, tu sais, ce qui a écrit sur le fronton du temple de Delphes, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Hmm. Et donc, c'est l'initiation que lui propose la papesse, le deuxième arcane. Et donc, il doit passer au-delà du voile de la papesse, qui est le voile d'Isis, en fait, pour s'engager sur un chemin de rencontre. En fait, il va rencontrer des parts de lui qui sont symbolisées par chacun de ces 22 arcanes majeures et qu'il va devoir intégrer. Et ce cheminement correspond en fait à un développement, à une évolution un petit peu
comment on pourrait dire, euh, une progression. Euh, il va devoir rencontrer sa mère avec l'impératrice et puis son père et puis ensuite le pape avec l'enseignant, le transmetteur, le maître à penser, faire attention à l'aspect dogmatique et puis après il va aller frapper à la porte de l'amoureux. Là, ça va être toute la question des liens, des relations aux autres, de la dépendance affective, de voilà comment je me positionne dans la relation et puis après il va aller rencontrer le chariot. Donc le chariot qui est vraiment ce moment où on va s'affirmer, où on va affirmer son individualité, son identité, avec des revendications d'indépendance, de réussite, d'ambition, etc. Et puis après, il y a la justice, et la justice va lui demander de rééquilibrer un certain nombre de choses, de trouver une vérité, de trouver des valeurs, un idéal en soi. Ensuite, il va aller contacter le vieillard intérieur avec l'ermite. Donc, il va se confronter à la sagesse, à ralentir, peut-être aux obstacles, peut-être à la nécessité aussi de euh, prendre du recul, de se retirer un peu du monde, de regarder d'où il vient, de considérer son passé pour mieux pouvoir revenir dans le monde et partager sa richesse intérieure. Ensuite, il va se confronter au cycle. Donc, avec la roue de fortune, la notion d'impermanence, de rien ne dure, tout est changement, et comment est-ce que je trouve mon centre dans cette fluctuation incessante de mes émotions, mais aussi du monde qui m'entoure, quels sont mes mécanismes psychiques, psychologiques qui sont à l'œuvre et qui peuvent me faire répéter un certain nombre de choses, et comment on sort de cette roue du hamster. Ensuite, il rencontre l'arcane de la force, et là, la force lui demande d'aller euh, contacter cette part de lui qui est une part instinctive, une part euh, qui peut avoir envie de, ouais, de tout dévorer, on va dire, hein. Donc, il va falloir qu'il apprenne la maîtrise de ses instincts et de ses pulsions. Après, c'est l'épreuve du pendu. Donc là, il va devoir apprendre à lâcher ce à quoi il était attaché, changer de regard sur les choses. C'est la fameuse étape de la métanoïa, du retournement intérieur, avec toute une réflexion sur mes lignées, sur mes attachements, sur voilà tout ce qui me retient et qui m'empêche de naître à moi-même. Et puis ensuite, c'est la phase tant redoutée de l'arcane 13 qui est ce fameux moment de démembrement où euh, en fait tout va devoir être passé au tamis de la dissolution et de la mort symbolique pour pouvoir ensuite renaître avec tempérance. C'est l'ange, donc la part divine de l'âme en soi, où on va enfin être capable de contacter cette part plus subtile, plus volatile en termes alchimiques. Et puis après tempérance, on va se confronter au feu et à nos peurs les plus profondes, les plus obscures, et à cette puissance, ce dialogue entre puissance et pouvoir avec l'arcane du diable qui va nous faire rencontrer notre ombre psychique, pour parler en termes jungiens. Là, on ouvre la porte de la maison Dieu, cette tour qui peut tout faire s'effondrer, tout l'édifice, tout le château de cartes qu'on a bâti jusque-là, qui, s'il ne repose pas sur quelque chose d'authentique, va s'écrouler. Donc ça peut être vraiment une période d'effondrement intérieur, mais qui permet aussi de nous élever, c'est-à-dire de rebâtir le temple intérieur, le temple du corps, le temple de la chair comme réceptacle de l'esprit. Et ensuite, on a toute la phase des trois luminaires. On a l'étoile, la lune et le soleil, qui sont vraiment des phases d'illumination de la conscience à différents niveaux. Où là, on va rencontrer, donc avec l'étoile, justement, la dimension stellaire de l'être, ce côté nourricier de la terre, et puis cette foi en quelque chose de supérieur qui nous traverse, cet abandon à la vie et à plus grand que soi.
La lune, elle, va nous faire rencontrer nos profondeurs, notre inconscient, tout le domaine de la nuit, tout le domaine de cette intériorité auquel on n'a pas forcément accès, mais qui est aussi le domaine du principe cosmique, du grand principe cosmique féminin, pour nous amener ensuite au grand principe cosmique masculin qui est le soleil. Donc là, l'illumination de la conscience, hein, c'est la phase de la rencontre avec notre Horus intérieur, pour parler en termes alchimiques et égyptiens. Et ensuite, le jugement, on arrive au jugement qui est cette phase de mariage intérieur entre le masculin et le féminin, et où l'âme entend l'appel du divin On est au-delà de la renaissance, c'est une phase de résurrection, où on a appris à mourir à soi pour pouvoir vraiment renaître à notre dimension divine et à nous réconcilier en fait avec notre véritable vocation et but d'incarnation sur la Terre. Et la dernière carte numérotée, c'est celle de l'arcane du monde, qui est l'homme avec un H majuscule, l'humain accompli, unifié, qui a intégré toutes ses polarités, qui a intégré toutes ses parts, qui s'est réunifié avec lui-même et qui est parfaitement individué, tout en étant capable d'être dans le monde, et d'évoluer dans le monde et d'offrir qui il est dans le monde. Et à travers tout ça, on a l'arcane du mat qui est le 22e arcane majeur, mais qui n'est pas numéroté et qui est finalement celui qui se balade. C'est un peu le joker du tarot, mais c'est celui qui se balade de carte en carte, d'étape en étape et qui peut les revisiter sans forcément suivre cet ordre-là, mais qui va pouvoir faire des liens et établir des connexions entre les différentes cartes sans forcément suivre l'ordre numérique du chemin que je viens de décrire et qui peut être une façon d'arpenter le sentier des cartes, mais Mais qui n'est pas oui, la seule. j'allais dire quelle histoire quand même, quelle belle histoire. Tu nous emmènes comme ça à travers un chemin complètement initiatique et c'est fou de voir à quel point effectivement ces cartes elles peuvent se lire de cette façon-là. Mais de voir aussi que j'imagine qu'il y a d'autres lectures qui sont Oui. proposées. Est-ce qu'il y a beaucoup de divergences selon toi entre ces lectures? Et ça rejoint un peu ma question sur les différentes iconographies en fonction des différents tarots et de pourquoi travailler avec un tarot de Marseille plutôt qu'un Rider-Waite ou je crois qu'il y a un Thoth, un truc comme ça. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses toi de ces différences? Où est-ce qu'elles viennent chercher le symbole? Enfin voilà, je ne sais pas ce que tu pourrais dire par rapport à ça. Alors c'est vrai qu'il y a plusieurs façons d'envisager le tarot, plusieurs façons de l'utiliser. Pourquoi? Parce que le tarot est un outil projectif et que on peut voir dans les cartes ce qu'on a envie et besoin d'y voir. Hmm. Après, je pense que le tarot en lui-même, il est finalement assez neutre, c'est-à-dire que comme c'est un réceptacle qui va se charger de notre propre bagage intérieur, euh, tout ce que je viens de raconter là, finalement, pourrait très bien être détricoté et on Mais pourrait retricoter proposer, ailleurs. bien Ouais. sûr. Et c'est ça qui est génial. Moi, je pense qu'après, c'est une histoire de choix personnel, une histoire d'affinité personnelle et de décision, en fait, qu'on va prendre d'utiliser le tarot de telle ou telle autre manière. Moi, j'ai fait ce choix parce que j'ai, comme on l'a dit, beaucoup aussi étudié le monde du symbole et tout un tas de disciplines annexes autour du tarot qui font que ma conviction profonde, c'est que vraiment, ce n'est pas un jeu de cartes anodin qui a été dessiné comme ça, griffonné sur un bout de table, dans un bar, dans une taverne au Moyen Âge en Italie, juste comme ça. Ouais. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de... Il y a une telle cohérence, une telle précision, un tel ordonnancement, tu Bah vois, oui. dans les cartes,
pour moi, il y a une volonté derrière manifeste. Hmm. Mais effectivement, il y a plein de gens qui utilisent le tarot avec, par exemple, une dimension divinatoire. Mais est-ce qu'on sait d'où ça vient? Est-ce qu'on sait comment ça a commencé, par exemple, cette histoire de divination avec le tarot? Alors, c'est surtout au moment du 19e siècle avec l'essor de l'occultisme, Hmm, ok. où voilà, certains grands occultistes comment dirais-je, Habilité un peu, oui. ouais, ont repris en fait ce bagage-là, cet héritage-là, et ont a posé encore une fois une grille de lecture qui leur appartient. Hmm. Il y a des choses très intéressantes dans, dans cette vision occultiste et même divinatoire. Et franchement, ça peut super bien marcher aussi. Moi, je connais des gens qui tirent le tarot de manière divinatoire et ça peut être assez dingue aussi. Hmm. Mais euh, pour moi, c'est trop anxiogène. Oui, puis ton positionnement, il est différent finalement. Comme tu l'as dit, c'est un outil projectif et enfin, souvent l'interprétation finalement, ça en dit plus de nous que de la carte. Mais Ça reflète. complètement. Et alors, ça, moi, j'adore cette idée-là et c'est développé dans un livre formidable que je conseille à tous, qui s'appelle L'espèce fabulatrice de Nancy Houston. Alors, elle parle pas directement du tarot, mais elle parle de cette capacité qu'a l'humain quand même incroyable à fabuler, à avoir besoin de récits. Et très clairement, elle pourrait parler du tarot, en fait, hein. Ça aurait complètement sa place dans ce livre. Mm. Et, euh, et je pense qu'il y a évidemment aussi cet aspect, comme tu le disais tout à l'heure, ancien, un petit peu euh, pétri de traditions, de codes esthétiques aussi qui sont propres à des époques qui nous parlent à toutes les deux. Et d'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'avait, je pense peut-être en premier lieu intéressé. Donc moi, pour ceux qui nous écoutent et qui ne le savent pas, j'ai fait un mémoire sur la symbolique des animaux au XIIe siècle dans un recueil de contes. Du coup, j'étais un peu à la recherche de représentations médiévales d'animaux, forcément. Et dans le tarot, il y en a. Mm. Il y a un petit chien, il y a plusieurs types d'animaux dont tu nous parleras parce que c'est l'objet de ma question, mais j'étais très très attirée par ça et justement de la façon de les comprendre, surtout que actuellement mon expertise elle se situe surtout au carrefour entre la sémiologie et l'étude du vivant, et donc je suis assoiffée de connaissances sur le vivant au sein des systèmes de signes. Et donc, pour moi, le tarot, c'était une grande joie d'aller l'explorer. Donc voilà, moi, je voulais te demander, ces symboles, que ce soit animaliers ou même végétaux, comment tu les lis? Ce qui me permet aussi de te demander de nous parler un petit peu des arcanes mineurs, parce que dans les arcanes mineurs, tu as un bâton, tu as... Voilà, donc peut-être, si je peux, voilà, diriger la question dans ce sens-là, ce que tu pourrais nous en dire, et est-ce que toi, ils t'ont marqué aussi ces animaux ou... Parce que moi, dans mon mémoire, c'était vraiment, j'étudie les animaux parce que c'est la chose la plus immédiate et imposante après l'humain en termes de symbolique. Oui, 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 c'est vrai. Effectivement, il y a un certain nombre d'animaux dans le tarot de Marseille, dans les arcanes majeures. Il y a le chien, il y a le singe dans la roue de fortune, il y a les chevaux du chariot, le lion de la force, l'écrevisse de la lune. L'écrevisse, oui. Ouais, donc c'est vrai que c'est passionnant. Et c'est vrai que là aussi, ça ouvre tout un champ en fait d'interprétation possible. Euh, Moi, de ce que j'en retiens, c'est que à travers la présence de certaines figures animales dans le tarot, ça nous ramène à certains aspects de notre nature animale aussi. Donc à des choses plus instinctives ou plus spontanées dans notre système de fonctionnement humain. Et, euh, et que justement, ça nous invite
à nous questionner sur comment s'exprime cette part-là. Si je prends l'arcane du chariot, par exemple, avec les deux chevaux qui vont dans des sens opposés, il y a donc la figure du cocher qui dirige, qui est censé donc diriger l'attelage. Mais on voit que l'arcane du chariot, enfin le personnage du chariot ne tient pas de rêne. Donc en fait, on ne sait pas trop comment diriger. Tu vois, je ressors la carte pour ceux ou celles qui nous regarderaient en Oui. vidéo en écoutant le Mm. podcast. Mais en fait, ça pose la question de comment je dirige en fait ce qui est en dessous de la ceinture. Oui, les pulsions, le domaine de la pulsion. Voilà, tout le domaine de la pulsion et en fait toute ces tendances intérieures qu'on peut avoir à aller vouloir aller à gauche et en même temps à droite et à pas savoir se mettre d'accord intérieurement. Donc pour moi l'animal dans l'arcane du tarot, il a vraiment cette fonction euh, de nous faire entrevoir la complexité de notre fonctionnement humain et cette part animale qui est partie prenante en nous et qu'on a parfois tendance à occulter, à ne pas vouloir aussi considérer parce que on ne sait pas quoi en faire. Et l'arcane de la force, c'est pareil, cette figure féminine qui tient la gueule ouverte d'un lion et qui représente quand même l'arcane de la force. On pourrait s'attendre à, je sais pas moi, plutôt un personnage masculin avec Hercule, des, quoi. ouais, Mm. voilà, avec des gros muscles et tout, qui laisse comme ça, qui tient la gueule ouverte du lion. Mais en fait, là, non, c'est une figure féminine qui tient vraiment du bout des doigts les crocs de la gueule ouverte du lion et qui a pas du tout l'air de forcer, quoi. Donc ça nous interroge sur c'est quoi la force, pourquoi c'est représenté à travers une figure féminine? Qu'est-ce que ça dit de la force? Qu'est-ce que ça dit de cette délicatesse finalement qu'on voit dans le geste? Est-ce que la force, comme on se la représente finalement, c'est pas complètement autre chose? Oui, ça vient complètement ouvrir les perspectives Mm. de lecture, quoi, et de lecture du monde, du coup, par voie de conséquence. Ouais, exactement. Et donc je pense que l'animal dans les cartes, tout dépend de l'animal en tout cas, mais c'est vrai que dans l'arcane du monde, on va retrouver aussi les animaux qu'on attribue généralement aux quatre évangélistes. Euh, donc on a l'aigle, le lion et le bœuf. Je parlais tout à l'heure aussi de de l'écrevisse dans l'arcane de la lune, alors que là, traditionnellement, on associe au signe du cancer dans l'imagerie médiévale, Mm. qui est un signe astrologique régi par la lune Et en oui. astrologie. La présence des chiens aussi, donc on l'a ici sur l'arcane de la lune, on l'a avec l'arcane du mat. Mm. Et là aussi, une autre forme en fait de la part instinctive humaine. Le chien, c'est pas la même chose que le lion. Mais non, non, non. Et puis on va retrouver aussi les volatiles, les oiseaux, les aigles sur l'arcane de l'impératrice et de l'empereur. Donc là aussi, ça ouvre encore un autre champ de perspective, l'oiseau, bon, la part Oui, subtile. oui, et puis tu pourrais même faire des liens avec la mythologie aussi, Hmm, avec l'aigle bien sûr. et le principe masculin Hmm. fondateur qui serait Zeus. Enfin, par exemple, tu vois, moi, je vois des liens un petit peu comme ça. Mais dans toutes ces cartes qui sont pas aussi évidentes à lire, ou ouais, où le sens apparaît pas immédiatement, et moi, je pense du coup aux arcanes mineures, qu'est-ce qu'elles viennent te dire et pourquoi ces choix, tu vois, c'est quand même hyper étonnant d'avoir établi ces différentes arcanes mineures. Qu'est-ce que ça vient dire? Alors, avant de te répondre, je pense que ça pourra éclairer pas mal les personnes qui nous écoutent. C'est que, tu vois, moi qui me suis intéressée donc au tarot, j'avais une trentaine d'années.
J'ai mis plus de 10 ans à plonger dans les arcanes mineures. Je ne comprenais rien. Hmm. Et d'ailleurs, pendant longtemps, ça ne m'a pas intéressée parce que, bon, faut dire ce qui est, il y a déjà tellement à faire avec les arcanes Oui, majeures oui, bien sûr. que tu te dis, bah, et puis déjà rien que le nom, la dénomination, en fait, majeur, mineur, tu te dis, bon, ben, les mineurs, ils sont moins importants, ils sont Ouais, moins intéressants. Ce qui, à mon sens, est un abus de langage parce que moi, je l'entendrais plutôt comme une partition de musique, c'est-à-dire on a les majeurs hmm. et les mineurs, mais comme un tout qui forme une harmonie. Et, euh, et du coup, les arcanes mineurs, eux, ils viennent nous parler du plan beaucoup plus terrestre, beaucoup plus incarné, alors que les arcanes majeures nous parlent du plan archétypal et symbolique pur. Ouais, ok. Donc, les arcanes mineurs sont vraiment basés sur un système métrique. Tu pourrais peut-être les réexpliquer, les arcanes mineures? Alors, les arcanes mineurs, on a quatre familles de 10 cartes, Voilà, ouais. de 14 cartes. On a donc les bâtons, les coupes, les deniers et les épées. D'accord? Et chaque famille, donc bâton, coupe, denier, épée, compte 14 cartes. On a 10 cartes numériques, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on a quatre figures qu'on appelle les honneurs, qui sont les valets, les reines, les rois et les cavaliers. Hmm. Donc, il y a vraiment une structure. Et elle est en soi très signifiante déjà. Rien que le fait d'étudier la structure, à Ouais, quoi correspondent, voilà, les degrés en fait. C'est comme là aussi une progression dans la numérologie. Donc là, ça vient faire intervenir des notions de numérologie, le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais aussi, on peut plaquer les 10 premiers arcanes majeurs, du battleur à la roue de fortune, et donc établir tout un système de correspondance. Donc ça déjà, ça pose un premier niveau de compréhension de ces arcanes mineurs. Et ensuite, il y a tout un autre pan de correspondance qu'on peut établir qui sont en lien avec les quatre éléments, puisque les quatre familles d'arcanes mineurs correspondent potentiellement aux quatre éléments, donc l'air, la terre, l'eau et le feu. Alors là, tous les commentateurs ne sont pas d'accord. oui, intéressant d'ailleurs. Oui, Eh oui, c'est hyper intéressant. C'est hyper, hyper intéressant. On va avoir un Jodorowsky, par exemple, qui va nous dire que le bâton correspond au feu, que les deniers correspondent à la terre, que les coupes correspondent à l'eau et que les épées correspondent à l'air. ouais. D'accord? Bon. Et on va avoir quelqu'un comme Kevin Meunier, qui est un tarologue dont j'apprécie beaucoup le travail, notamment sur les arcanes mineurs, qui va proposer une autre lecture de cette répartition énergétique des quatre éléments dans les arcanes mineurs et qui va nous dire que, bon, les coupes, il est d'accord, c'est l'eau. Les bâtons, il va nous dire c'est la terre et pas le Hmm. feu. Les épées sont le feu et les deniers sont l'air. Et c'est vrai que c'est très intéressant parce que quand tu regardes la disposition des éléments dans certaines cartes, on va voir que souvent les deniers flottent dans l'air. Ils sont Ah, pas nécessairement par terre. ouais, ouais, ouais. Hein. Et donc, moi, je vous invite vraiment, si ça intéresse nos auditeurs, à aller lire le, le livre de Kevin Meunier sur les arcanes mineures qui s'appelle, je sais plus comment, Odyssée, je sais plus, de la On Terre. mettra dans les notes. Ouais, voilà, Ouais, j'ai plus le titre en tête. Mais moi, ça m'avait vraiment ambiancé quand j'ai découvert son travail parce que j'ai trouvé que c'était hyper, hyper intéressant sa manière d'expliquer aussi l'origine des ouais. arcanes mineures, qui en fait serait une origine en provenance d'Inde. C'est-à-dire que les Ah quatre ouais? éléments viendraient d'anciens jeux d'échecs, notamment d'Inde, Hmm. et qui auraient été récupérés puis transformés par les Roms.
les Roms qui sont un peuple nomade, donc d'exilés, de Mais gens qu'on donc associe beaucoup au tarot, en fait, aussi, bien hein, sûr, dans bah notre oui, imaginaire. mais carrément, les diseuses de bonne Ah aventure, oui. les voilà, les gitans, et tout ça. Et donc c'est les Roms qui auraient amené le tarot ici en Occident au fil de leur exil. Et il explique très bien dans son livre que les quatre familles de, des arcanes mineures correspondraient en fait à une traduction imagée symbolique des quatre principales castes indiennes. Oh, waouh. Ouais, c'est inattendu Ouais, mais dans notre... c'est vraiment, vraiment très pertinent et très intéressant. Mais justement, c'était... Alors, c'était plutôt une question que j'avais gardée pour la fin, mais on peut la poser maintenant, puis on reprendra le cours de notre conversation. C'est, tu parles de Kevin Meunier, est-ce qu'il y a d'autres personnes dont le travail t'a beaucoup inspiré? Moi, je pense évidemment, la question à 1 000 euros, quelle place tient Jodorowsky dans ton étude du tarot? Comment toi, tu le considères, en fait? Tu vois, qu'est-ce qu'il apporte, selon toi, au monde du tarot? C'est quelqu'un aussi de très érudit. Moi, j'avais eu l'occasion d'aller voir une de ses conférences d'ailleurs un jour et voilà, il utilise le symbole sous toutes ses formes. Il travaille aussi beaucoup avec les contes, donc je ne peux qu'être un peu familière de son approche. Mais voilà, moi, ça m'intéresse de savoir ce que toi tu en penses. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, à l'instar de Kevin Meunier par exemple, qui ont, j'allais dire, à la fois nourri, peut-être interrogé ton rapport au tarot ou complètement éclairé? Je sais pas. Comme tu vois, moi, Michel Pastoureau dans l'étude des couleurs, ça a complètement révolutionné ma façon de les envisager. Donc, je voulais savoir ce qu'il en était de ton côté. Oui, évidemment. Jodorowsky, moi j'ai commencé par ça en fait, parce que comme je le disais tout à l'heure, quand j'ai découvert le tarot la première fois, c'était avec le jeu qu'a moins Jodorowsky et mon frère avait le bouquin de Jodo chez lui. Donc déjà j'ai commencé par lire ça, j'ai pas trop laissé le choix, je lui ai dit bah, ça j'embarque et ça j'embarque. Donc je lui ai piqué le livre et le jeu de tarot. Et, euh, et forcément, ça m'a complètement nourrie et j'ai trouvé ça passionnant et en même temps, ça a attisé ma soif parce que je sentais que derrière tout ça, en fait, c'était comme autant de portes qui devaient s'ouvrir et je me suis dit, mon Dieu, j'aurais jamais assez de temps pour ouvrir toutes ces Bah portes. oui. Mais d'ailleurs, est-ce qu'on peut peut-être faire un petit aparté sur qu'est-ce qu'ils ont fait de particulier, Camoin et Jodorowsky? Est-ce qu'ils se sont lancés dans l'archéologie du tarot pour proposer la leur? Un Euh, que- peu. Ouais, Ouais. un peu dans le sens où ils ont fait quand même des recherches sur les couleurs, les symboles, ils ont confronté plusieurs tarots, etc. Mais c'est surtout basé sur le Nicolas Convert. Donc voilà, ils ont confronté plusieurs versions du jeu et ils ont recolorisé par rapport à un Mm. Grimaud, par rapport à... Voilà. Euh, mais donc, pour répondre à ta question précédente, moi, il y a eu évidemment Jodorowsky qui m'a beaucoup nourri, mais il y a eu aussi tout le travail de Georges Colleuil autour du référentiel de naissance, qui est un outil basé sur le tarot de Marseille que j'ai découvert au début vraiment de mon étude du tarot et auquel je me suis formée pendant des années et qui m'a servi d'ailleurs à démarrer mon activité et à accompagner un certain nombre de personnes pendant plus de 5 ans en séance individuelle avec cet outil-là, qui est un outil de connaissance de soi et qui utilise en fait les leviers projectifs du tarot pour permettre aux gens sur la base de leur date de naissance, de construire un thème natal qui prend comme support le tarot de Marseille. Et c'est hyper fascinant. Et moi, le travail de Georges Colleuil a été vraiment très complémentaire de ce que j'ai découvert avec Jodorowsky parce que Colleuil, il a une approche très mythologique du tarot. Oh. Et ouais, si ça t'intéresse, tu devrais lire Georges Colleuil parce que ça va vraiment te passionner. Et donc, il a aussi une approche philosophique et une approche psychologique puisque Georges Colleuil est aussi thérapeute. Mm. Donc ça, moi, si tu veux, ça m'a donné la nourriture supplémentaire qui me manquait peut-être un peu avec Jodorowsky, où là, chez Jodo, on est dans le symbole pur, on est presque dans
je Ouais, dirais, mais le t'as tout. foisonnement symbolique, tu vois, ça t'amène à une espèce de rêverie contemplative comme ça, où ça part dans tous les sens et où c'est génial. Mais voilà, moi, ce que j'ai aimé avec Colleuil, c'est que quelque part, il y avait une application concrète à cet outil-là et qui venait vraiment soutenir ces processus de projection, de connaissance de soi, qui, moi, me semblaient intimement correspondre profondément à ce que véhicule le tarot. Mais comme un accouchement de soi, en fait. Ah, mais complètement. On parlait de métanoïa tout à l'heure, mais je pense même à la maïeutique aussi. Ah oui, oui, oui. Donc, c'est vraiment... enfin, moi, je trouve que ce qui est à retenir est très intéressant dans ce que tu dis aussi, c'est cet aspect projectif, quoi, qui est permis par ça, par cette Mm. imagerie, qui fait évidemment toujours le lien avec notre monde intérieur. Tu vois, c'est de la même façon que lorsqu'on écoute un conte, en fait, on rentre en soi en écoutant quelque chose d'extérieur. C'est un processus qui est hyper singulier. Et je trouve que je ressens un peu ça aussi avec le tarot. Et donc, merci pour ces références. J'irai évidemment jeter un œil à Colleuil, puisque si c'est mythologique, ça ne m'intéresse que à 100%. On a vu du coup les animaux, les arcanes mineurs. Bah, il reste une grande question pour moi, qui est celle des couleurs. Parce que voilà, c'est loin d'être un jeu en noir et blanc, qu'on se le dise. Donc je pense évidemment en tant que sémiologue que ce n'est pas anodin. Maintenant, je suis curieuse d'avoir ta lecture, ta grille de lecture des couleurs, de savoir quelle place elles ont finalement. Est-ce que j'allais dire anecdotique, alors j'irai pas jusque-là, mais voilà, où tu placerais le curseur d'importance des couleurs quand tu es face à une carte? Est-ce qu'elles viennent te dire quelque chose de précis? Et voilà, et après on terminera doucement notre super entretien, mais c'était la dernière grosse question pour moi d'ordre symbolique. Alors oui, évidemment, la couleur, elle a son importance, puisque, comme tu le dis très bien, c'est pas un jeu en noir et blanc et que toutes ces couleurs, elles ont une signification, une portée symbolique qui peut être signifiante. Maintenant, tout va dépendre en fait de l'œil de celui qui regarde. Hmm. Et en soi, elles ont, je pense, une codification et évidemment une portée. Je pense notamment au rouge et au bleu, qui sont des couleurs quand même très présentes dans dans le jeu des arcanes majeures, parce que elles reflètent en fait cette dualité qui nous constitue, qui est le spirituel et le Hmm. matériel, le Ouais, terrestre et le céleste. Donc, je pense, ne serait-ce qu'à l'arcane de la tempérance, mais oui, on retrouve en fait ce bigou, le bicou. c'est bigou, Non, mais c'est ça, à moitié bleu, à moitié rouge, ouais. voilà. Et alors, ce qui est très intéressant et qui, moi, m'a toujours interpellée, c'est que c'est exactement les couleurs du manteau de la Vierge Marie, par exemple. Non, mais alors, écoute, je voulais t'en parler parce que je dois dire à tous nos auditeurs qu'on enregistre le jour de l'Annonciation. Et oui, on l'a même pas fait D'autant, exprès. on n'a pas fait exprès du tout, d'autant plus que la carte qu'Hélène me montre de la tempérance, juste avant notre entretien, j'ai moi enregistré de mon côté un épisode de ma transmission sur le calendrier symbolique, dans lequel je parlais du fait que souvent l'annonciation, enfin en tout cas dans le proto-évangile de Jacques, se fait en deux étapes. D'abord, elle entend une voix qui lui dit qu'on va lui annoncer quelque chose, la Vierge Marie, et elle est au puits en train de puiser de l'eau. Et ensuite, elle rentre chez elle, dans sa maison, et c'est là que l'ange entre. Et donc, il faut savoir que la carte de la tempérance, je vous invite à regarder sur Internet, que Hélène me montre depuis tout à l'heure, c'est un ange qui a deux coupes dans laquelle l'eau se déverse. Voilà, petite synchronicité, ma foi, tout à fait intéressante, mais qui a directement fait les connexions pour moi entre l'ange, la Vierge, les couleurs du manteau, l'eau, enfin, le rapport à l'eau, enfin, évidemment, tout ça mélangé, je devais en parler en ce jour de l'Annonciation. Non, mais c'est clair, tout y est dans cette carte. C'est-à-dire que c'est une espèce de fusion entre C'est ça, l'ange Gabriel et Marie qui exactement. fusionnent en une seule et même figure.
avec ces deux coupes qui peuvent vraiment symboliser voilà, l'union en fait des deux polarités, du Et masculin et ouais, du féminin qui circulent dans un seul et même Graal incarné, qui est Marie. Les ailes de l'ange, bon, ben, c'est aussi l'ange Gabriel, mais ça peut être aussi ce côté très Saint-Esprit, quoi, hein, qui, voilà, et qui est ouais. représenté par une colombe, généralement dans l'iconographie. Et en fait, cette carte de la tempérance, elle est puissante. Et c'est vrai que bah, la couleur bleue et rouge du manteau, c'est Hmm. évidemment cette union du matériel et du spirituel. Et quand on parle justement voilà, de Marie qui à ce moment-là reçoit en fait ce message, cette information que elle va porter et qu'elle porte en elle l'homme Dieu, Ouais. ben voilà tout. Et là tout est dit. On pourrait en parler 1 heure de cette Non, carte. mais en fait, voilà, et c'est ça pour moi, C'est juste une image. c'est une image, c'est tellement symbolique. D'ailleurs, moi, ça me fait penser quand je donne des cours à mes étudiants, parce que je suis aussi prof de sémiologie dans une école d'art, et je leur fais des cours sur la symbolique des couleurs, évidemment, parce qu'ils sont en école d'art, donc c'est un peu un passage obligé. Et donc, je fais toujours un cours, une grosse session sur le bleu. Et je parle évidemment, et donc je m'appuie sur Pastoureau à bien des égards sur ses études et ses choix d'iconographie d'ailleurs, qui sont souvent évidemment très pertinents dans ses bouquins. Et, et on en vient donc à ce chapitre sur la Vierge et la couleur de la Vierge, qui ensuite a donné même lieu à la couleur royale, puisqu'en fait c'est un roi notre enfin, le blason français là, donc trois fleurs de lys sur un fond bleu. En fait, ça vient de la Vierge, parce que c'était la façon qu'avait le roi à cette époque-là de montrer sa soumission à la Vierge Marie, de montrer son culte marial finalement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'aller comprendre exactement ce que tu dis, c'est-à-dire que ce bleu qui est associé à la Vierge, il vient pas de nulle part, parce que la Vierge n'est qu'un avatar de divinité antérieure. Et évidemment, je pense à quelqu'un que tu connais bien, Nout, qui est la voûte étoile, en fait, qui est la... enfin, je sais même pas comment la définir, je pense que tu en parleras mieux que moi, mais cette divinité qui est représentée comme étant la voûte étoilée, en fait, donc bleue avec parsemée d'étoiles. Dans l'iconographie chrétienne, puisque Marie a repris, enfin Marie, le christianisme a repris ces codes-là, et donc représenter l'infini du ciel, de la voûte, et le spirituel, donc exactement ce que tu dis. Ah oui, c'est ça. Et C'est tout ça, se c'est recoupe. ça. Tout se recoupe. Et c'est pour ça que pour moi, la grande force du tarot, c'est aussi de mettre en image de manière simple cette grande connaissance universelle qui transcende finalement les religions, les spiritualités, Tout les à cultures, fait. les époques. Il y a quelque chose, je trouve, de très universel. Et moi, plus ça va, plus je me sens finalement en résonance avec s- des choses qui décloisonnent, en fait, tu vois, avec Mais bien des... sûr, oui, Voilà. oui, Et je trouve que... j'en profite pour répondre un petit peu à une question que tu m'as posée tout à l'heure et à laquelle j'ai pas forcément répondu, mais tu me disais, euh, c'est quoi pour toi la différence entre un tarot de Marseille et un tarot Rider-Waite, etc. Alors, hormis le fait que le tarot Rider-Waite est beaucoup plus récent et qu'il y a une inversion numérique entre l'arcane de la force et l'arcane de la justice, et que l'imagerie n'est pas la même. Je trouve que pour moi, la grande force du tarot de Marseille au regard du Rider-Waite, c'est justement cette imagerie qui contient avec beaucoup plus de force. Mais ça, c'est mon avis personnel. oui. Voilà, c'est vraiment personnel et ça n'engage que moi, avec beaucoup plus de force, cette ancestralité Hmm. de la connaissance universelle que le Rider-Waite. Pour moi, le Rider-Waite, il a dans son graphisme, dans ses couleurs, dans son énergie, et ça c'est assez inexplicable, c'est vraiment un ressenti personnel que j'ai. Je trouve que ça a moins d'impact, en tout cas moi, sur ma psyché, et je trouve qu'il se prête beaucoup plus à un travail divinatoire, par exemple,
que le tarot de Marseille. Mais justement, ce que tu dis, toi-même, tu sais qu'au Moyen Âge, donc époque où ça s'est cristallisé, où ce jeu de cartes s'est affirmé en tant que tel, en tout cas, on a pu retracer quelque chose d'assez précis, euh, qui est une époque où justement il fallait parler en symbole et il fallait pouvoir être lu de façon la plus simple, et c'est pour ça que les ancêtres des logos se sont aussi cristallisés à ce moment-là, que la notion d'identité est apparue, etc. Et, euh, et du coup, pour moi, ça fait vraiment, ça boucle un peu cette boucle de voyage symbolique qu'on a fait ensemble. En fait, on comprend pourquoi ce tarot, il a particulièrement traversé les siècles, quoi, à tous les égards qu'on vient d'évoquer. Mais j'aimerais quand même, parce que c'est trop intéressant de parler avec toi, euh, te poser une dernière question qui serait plus d'ordre intime. Enfin, intime, tout est relatif, mais quelle est toi la carte qui t'a marqué, qui résonne, ou même, je parle d'une carte, mais je peux parler aussi d'un symbole, que ce soit une plante, un animal ou une posture, je ne sais pas, ce qui a eu plus d'importance que les autres dans ton histoire avec le tarot. Ah, je pourrais en citer 12. tellement. Il y en a trois qui me viennent en tête, mais je vais m'arrêter sur une en particulier. La première, on vient d'en parler, c'est Tempérance, que j'ai Magnifique. dans mon thème tarot et qui est placée de manière assez stratégique dans ce qu'on appelle le cœur de blason. Ça te parlera, Bien qui est sûr. la synthèse en fait énergétique du thème et ce qui représente le paradoxe primordial qui nous constitue en tant que personne. Donc, Tempérance, j'ai beaucoup cheminé avec cette carte et j'ai eu tellement de synchronicité avec elle et j'ai tellement d'épisodes personnels et intimes, des rêves. Enfin, il s'est passé tellement de choses avec cette carte dans ma vie. La deuxième que j'affectionne tout particulièrement, je vais passer vite, c'est l'arcane de l'étoile. Elle est trop belle aussi, oui. Avec ses Voilà, cheveux. que Ouais. moi j'associe personnellement à Marie-Madeleine. J'ai d'ailleurs été extrêmement sensible au travail de Philippe Camoin, qui a écrit un livre qui m'a vraiment impactée. Et j'attends la suite avec impatience, mais il n'a pas l'air de vouloir publier la suite. Oh non, Mais dans son livre, il a une théorie très très particulière qui va nous faire un petit rappel sur les origines du tarot. Je fais juste une parenthèse parce que c'est trop passionnant, il faut que j'en mais parle. vas-y, vas-y. En fait, Philippe Camoin, lui, est convaincu que l'origine du tarot est bien plus ancienne que le XIIIe siècle en Italie, dont on a déjà parlé. Il pense que ça remonte au premier siècle de notre époque, donc euh, c'est vraiment très, très, très ancien, et que il attribue en fait la création du tarot de Marseille à Marie-Madeleine et aux disciples de Marie-Madeleine. Ah oui, ah oui. Ouais. Pourquoi tarot de Marseille? Sachant qu'elle est arrivée dans la région pour Bien évangéliser sûr, après la crucifixion, etc. Et c'est vrai, moi c'est ce qui m'a séduit, parce que c'est à l'époque séduisant, c'est où, séduisant. Ouais. voilà, à l'époque où j'ai découvert ça, je connaissais déjà bien le tarot et franchement, là encore, ça m'a mis le feu, quoi. Donc il y a une présence codée de Marie-Madeleine dans quasiment chacun des arcanes du tarot, ou en tout cas dans l'histoire, dans le processus qui est raconté. Ouais, tu la vois en filigrane, quoi. Ouais, 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 ouais. Donc c'est vraiment très intéressant. Et moi, c'est vrai que Ouais. pour moi, la carte de l'étoile, elle est emblématique de Marie-Madeleine. Oui, Parce c'est qu'on vrai que... retrouve Ouais. les cruches de la Mirophore, on retrouve l'étoile de Vénus au-dessus de sa tête, on retrouve... Ouais. voilà. Peut-être ouais, tu pourrais expliquer pour ceux qui sont pas familiers avec Marie-Madeleine qui est-ce qu'elle est? Donc Marie-Madeleine, c'est ce personnage biblique, en fait, cette femme du Nouveau Testament qui était très proche de Jésus et qui faisait partie de ses disciples, en fait, les plus proches, voire qui était la disciple, voire compagne spirituelle privilégiée du Christ.
et à qui il est apparu en premier lorsqu'il est ressuscité. Donc ça fait d'elle vraiment le premier témoin de la résurrection et l'ambassadrice de ce message christique lié à la mort et à la résurrection. Donc c'est pas Hmm. rien quand même. Et c'est vrai que c'est une Mhm. femme, c'est une figure qui a été qui a cristallisé, on va dire, la diabolisation du féminin, puisque on a fait d'elle une prostituée repentie, on a Ouais, fait une d'elle pécheresse. une pécheresse, on a fait d'elle, voilà, un personnage, on l'a invisibilisé, on l'a, voilà. Mais malgré tout, au travers des siècles, de l'histoire de l'art notamment, son mythe, sa légende a perduré et je trouve intéressant de la retrouver, même si c'est de manière subtile, dans le tarot. Surtout dans son statut de miroir, comme tu dis, de Exactement. maîtresse Des des huiles et des onctions, parfums. des... Ouais. Ouais. Et donc, je terminerai avec la dernière carte, parce que là, je réponds vraiment à ta question. C'est quoi la carte qui t'a le plus impacté et avec laquelle t'as le plus voilà, cheminé? Je sais plus exactement quelle était ta question, mais moi, c'est l'arcane de l'amoureux. Hmm. Ok. L'arcane de l'amoureux, j'aurais Tu pu peux la aussi choisir décrire? l'arcane de l'ermite, mais bon, on va prendre l'amoureux. Donc, l'arcane de l'amoureux, c'est une carte sur laquelle on a trois personnages. On a un personnage masculin au centre, entouré de deux personnages féminins très différents, aux vibrations très très différentes. Euh, il a d'un côté un personnage féminin plutôt séduisant et très, voilà, qui semble très doux et amoureux et avenant. Et de l'autre côté, un personnage un peu plus sévère, moins sexy, on va dire, Hmm. qui est aussi un personnage féminin. Et au-dessus, on retrouve un ange. Donc l'ange, on l'a dans trois cartes différentes dans le tarot. On a vu tempérance, on a l'amoureux et on a aussi le jugement. Mais au-dessus de sa tête, il y a un petit Cupidon qui décoche sa flèche en direction du cœur de l'amoureux en passant par son oreille. Oh, waouh. Et, euh, et c'est très intéressant parce que cette carte, elle a une richesse Oui, symbolique oui. absolument inouïe. C'est-à-dire, il y a du monde sur cette carte-là. C'est clair, donc on pourrait y retrouver vraiment, il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais pour ça, je vous renvoie à mon livre, Le Tarot de Oui, l'Unité. allez voir le livre d'Hélène. Fascinant, fascinant. Mais en tout cas, moi, elle m'a fait cheminer sur le plan personnel et intime parce que voilà, c'est une carte qui parle aussi beaucoup de relations, d'amour, de lien à l'autre, de désir, d'élan du cœur, d'aspiration à réunir euh, l'âme et le cœur, de, de dépendance affective sur un plan très pratico-pratique Hmm. et très psychologique. Ouais, c'est une carte qui, moi, m'a énormément fait cheminer et que je trouve vraiment, vraiment magnifique. Dis donc, on pourrait en parler des heures et je te remercie infiniment pour ton temps, Hélène, et pour tout ce que tu nous as transmis. Je suis vraiment ravie qu'on ait pu enfin faire cet épisode toutes les deux. J'invite tous ceux qui nous écoutent à aller découvrir ton travail, à aller découvrir ton livre, tes formations qui, moi, m'ont beaucoup éclairé. Et voilà, je ne sais pas si tu as un petit mot de la fin. En tout cas, voilà, moi, sache que j'ai été vraiment très heureuse de faire ce voyage en ta compagnie. Mais écoute, moi aussi, Léa, c'est toujours un plaisir de papoter avec toi sur ces mille et un sujets qu'on a en commun. Et moi, ça m'a fait super plaisir, franchement, de reparler du tarot. C'est, comme je le disais, j'ai finalement pas tant l'occasion d'en parler que ça ces dernières années. Mais il est toujours dans mon cœur. Et voilà, si c'est un outil, un support plus qu'un outil, parce que ça peut être un outil, mais si c'est un support qui résonne, voilà, pour les personnes qui nous écoutent et qui sont pas encore complètement familières de ça, mais moi, je ne peux que les inviter à se laisser happer par les cartes, à se laisser guider, parce que le tarot a une intelligence intrinsèque. Euh, c'est un véritable maître spirituel. Moi, il m'a énormément enseigné. Donc, j'ai beaucoup d'amour pour les cartes et pour le tarot de Marseille. Donc, voilà, j'espère que les gens qui nous écoutent auront l'élan de découvrir le tarot de Mm. Marseille.
De C'est découvrir trop et ça. d'ouvrir la porte de leur héritage Ouais. avec ce jeu de cartes, ce fabuleux support, comme tu dis. Et je te remercie de m'avoir invité, de Et m'avoir je t'en donné prie, cette occasion. on se dit à très vite À très et bientôt. à bientôt pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé cet épisode, merci de le partager, de le diffuser autour de vous, de vous abonner au podcast. Et bien évidemment, je vous ai laissé dans la description tous les liens où vous pouvez retrouver le travail de Léa sur son propre podcast qui s'appelle Les Voix de Caliantus, sur ses différentes plateformes de partage et de diffusion, son compte Instagram, son Patreon, bref, son site internet. Elle a vraiment tout un tas de ressources passionnantes sur la symbolique en général. Je vous ai aussi mis en description pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore mon travail autour du tarot. Vous trouverez mon livre Le tarot de l'unité avec le jeu des 22 arcanes majeures associés. Et je vous ai aussi mis le lien vers les différentes formations autour du tarot que je propose. Donc la formation tarot autonome sur les 22 arcanes majeures, mais aussi la formation sur les arcanes mineurs. Et vous trouverez même un pack qui regroupe les deux formations à un tarif avantageux. Donc si l'exploration du tarot vous intéresse, vous avez toutes ces ressources à votre disposition. Voilà, je vous remercie encore pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité à ce podcast et je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode.